Alors, nous allons aborder cette troisième et dernière table ronde autour du sujet Mieux vivre dans notre ville avec Nils Asiosmanov. Donc, vous êtes président fondateur du CUBE. Vous allez nous expliquer ce que c'est et quelles en sont les missions. Monsieur Beru, je vous propose de vous représenter vous-même parce que j'ai complètement écorché vos différents titres tout à l'heure. Je suis professeur à l'Université de Nantes, chargé de gériatrie de biologie du vieillissement et président fondateur du Gérontopole Pays de la Loire, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler. J'avais des circonstances atténuantes, ça fait beaucoup. Et enfin, Florent Orsoni, vous êtes directeur Ville Durable à l'École de Design de Nantes. Vous êtes directeur de l'École de Design de Nantes. Non, directeur du Ville Durable Design Lab à l'École de Design de Nantes et de la chaire Environnement Connecté, Banque Populaire Atlantique Lépide de l'École de Design. Voilà. On me dit rien, moi, alors évidemment, hein, je ne peux pas deviner tout ça. Bon, alors, étant donné qu'on est à l'aube de cette Digital Week qui ouvre d'ici quelques minutes, je crois, hein, enfin, ouais, quelques heures, on va dire, je vais donner la parole en premier à monsieur Asiosmanov. Puisque vous êtes, je crois, l'un des pionniers vraiment en France sur tout ce qui est innovation numérique. Vous allez nous résumer ça et en quoi vos activités aujourd'hui ont un lien avec le mieux vivre dans la ville. Merci. Merci. Tout d'abord, moi, je voudrais dire que je suis très heureux de participer à vos réflexions sur la Smart City aujourd'hui. Et je le suis d'autant plus que ça se passe à Nantes, qui est une ville qui a énormément fait pour la création, on le sait, qui a beaucoup fait pour l'innovation, mais plus encore, je crois, qui fait beaucoup pour le maillage entre la création et l'innovation, c'est-à-dire les territoires créatifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je crois, tout à fait exemplaire en France. Carlos Moreno disait tout à l'heure, la Smart City, c'est pas une fin en soi, c'est un voyage. J'aime beaucoup cette idée et venir à Nantes, c'est toujours un très beau voyage. Alors moi, je vais vous parler d'un autre endroit en France, qui n'est pas aussi bien, mais qui a aussi des atouts. Alors Carlos va râler parce que je suis en train de vous montrer un benchmark. Il a dit tout à l'heure, j'aime pas les benchmarks, on ne peut pas mettre les Smart City dans les tableurs. Il a bien raison. Il n'y a pas de Smart City pareil. Néanmoins, non, c'était ça. C'était le benchmark. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je ne sais pas. Alors, j'ai beau être dans la Smart City. Voilà, on va y arriver. Hein. C'est un show. C'est collaboratif. Donc voici un des nombreux benchmarks qui ont été faits sur la Smart City dans le monde. Celui-là a été fait par l'usine Nouvelle. Il est assez récent et il met ici les Moulineaux dans le peloton de tête comme quasiment tous les benchmarks internationaux. Donc c'est vraiment une ville qui aujourd'hui est très réputée, tout simplement parce qu'elle a démarré il y a 25 ans avec les nouvelles technologies sous l'impulsion de son cybermaire. Et moi, je vais vous parler plus spécifiquement d'un lieu qui s'appelle le CUBE, donc, que j'ai créé à Issy-les-Moulineaux, qui a ouvert ses portes il y a 15 ans maintenant, et qui était un lieu totalement ovni, pionnier en France, pionnier en Europe, qui est un lieu de création numérique, qui a un ADN très particulier, très atypique. Alors moins aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'il y a 15 ans, ça l'était totalement. Cet ADN, c'est quoi? C'est création, innovation sociale, pour faire court, le maillage entre ces trois sphères. Aujourd'hui, on dirait plutôt, mais c'était déjà dès l'origine comme ça, le maillage entre la créativité numérique, l'innovation sociale et l'entrepreneuriat innovant. Et le CUBE, c'est vraiment une plateforme qui maille étroitement ces trois sphères, ces trois écosystèmes, ces trois dynamiques pour créer de la valeur. Je vais en dire deux mots après. N'oubliez pas vos slides. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des slides. Moi, je parle. La deuxième chose qui rend le CUBE atypique, c'est qu'on est un prestataire culturel. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas un service public habituel, on est un prestataire culturel. Un des avantages de ça, c'est que on fait un peu ce qu'on veut dès lors qu'on remplit notre cahier des charges correctement avec nos partenaires et la collectivité. On peut aussi développer des choses ailleurs et on l'a fait un peu partout dans le monde, notamment en Asie. Ça nous permet aussi aujourd'hui de développer d'autres cubes sur d'autres territoires. Il y en a une dizaine qui sont en préparation. Donc la ville numérique, on l'a dit, c'est beaucoup de dimensions différentes qui cohabitent. C'est les infrastructures et toute la dimension sociale. Je ne vais pas revenir dessus. Vous avez compris qu'on se situe plutôt dans la dynamique sociale, créative et culturelle. Alors, normalement, la vidéo, je vais essayer. Bon, ça n'a pas l'air. Je reviens. Bon, normalement, il y a une petite vidéo qui montre les activités. C'est très difficile de...
Ça va commencer, pardon. C'est très difficile de dire en 2 mots l'activité d'un lieu qui est multidisciplinaire, qui maille à peu près tous les publics. On a le grand public, ça commence à l'âge de 2 ans. On a doyenne à 86 ans. Voilà, ça va vous donner un peu l'esprit du lieu, hein, un peu ce qu'on y fait. Donc c'est un lieu qui accueille des artistes, plus de 2000 artistes de la scène internationale qui sont venus au Cube. C'est un lieu où on expérimente, où on fait des choses, où on partage la connaissance avec un think tank, avec des personnalités, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. C'est un lieu qui investit l'espace urbain, avec beaucoup de choses qui se passent dans la ville pour la rendre plus justement créative. C'est un lieu qui produit, qui coproduit une vingtaine de productions par an depuis 15 ans. Voilà, vous voyez, c'est très rapide, mais ça donne un peu l'esprit du lieu. Alors ça, il y a 15 ans, c'était complètement ovni, je passe. Donc, par contre, une chose intéressante, je le signale, c'est qu'on avait beau être totalement ovni il y a 15 ans, dès la première année, on générait plus de 500 articles de presse par an. Ce qui veut dire que quand même, on sortait de la bulle Internet, rappelez-vous, hein, on était quand même dans le numérique, et que tout de suite, quand même, on a eu un intérêt d'une communauté. Comme je ne peux pas parler de tout, je vais juste faire 2 petits focus rapidement, si vous me permettez, que je trouve vraiment super intéressant et révélateur, emblématique de à quoi peuvent servir ce type de lieux assez disruptifs. On a créé il y a 8 ans un lab d'éducation numérique. Et ce lab d'éducation numérique, on l'a créé sous le manteau avec l'éducation, avec les enseignants. Les enseignants nous disaient surtout, ne le dites pas à l'éducation nationale, à l'inspection, etc. Donc on a travaillé avec les écoles de Grand Paris Seine-Ouest, la communauté d'agglo. Et chaque année, on a un programme avec 150 enfants pendant 6 mois qui développent un projet innovant. Et c'est le Cube qui orchestre tout ça avec les enseignants. Ça, je vais très vite, hein, mais ça, il y a 2 constats qu'on fait de cette expérimentation chaque année. La première, c'est que ça fait monter le niveau des élèves, dans toutes les disciplines, pas simplement dans leurs compétences numériques, dans toutes les disciplines. Pourquoi ? Parce qu'ils changent leur logiciel interne. On passe du logiciel égo-compétitif au logiciel alter-coopératif. On change les méthodes de travail, on apprend à s'écouter, à travailler ensemble, à faire du collaboratif, à se respecter, etc., etc. Et donc, ça fait monter le niveau pour tout le reste. Donc ça, c'est le premier constat qui est extrêmement intéressant. Le deuxième constat, c'est que ça crée des projets très innovants. Et chaque année, on a un projet magnifique qui sort, je vous en donne juste un, l'UNI, un poste de radio génératif. Donc ça raconte, ça génère des histoires automatiquement avec un logiciel à partir d'éléments que vous choisissez dans une base de données. Et bien ça, c'est 150 enfants de CM2 qui ont créé ce produit. 150 enfants de CM2 avec des codeurs, des designers, etc. Un environnement évidemment, mais c'est eux qui étaient au cœur du projet. Eh bien, figurez-vous que ce projet qui est sorti en juin dernier a eu 5 prix prestigieux, je l'ai dit rapidement parce que c'est quand même des mômes de CM2. Il a été lauréat des prototypes innovants de l'appel à projet prototypes innovants de la région Île-de-France. Il a été grand prix du jury de Futur en scène, le festival d'art numérique de la région Île-de-France. Il a été parmi les 7 innovations géniales à ne pas rater par Sciences et Avenir. Il a été coup de cœur innovation de la FNAC. Et il a été grand prix du jury du Salon de l'éducation présidé par Gilles Babinet. 150 enfants de CM2, de classe distante, qui ont travaillé ensemble pour faire ce projet qui maintenant passe en phase start-up. Vous voyez la petite radio à droite qui rentre en phase pré-industrielle avec des designers. Je vais très vite. Un think tank, je le signale juste parce que ça, vous pouvez y aller, retrouver absolument toute cette matière. C'est une matière publique, partagée, gratuite, en ligne. La revue du Cube, les rendez-vous du futur. Notre prochain invité, c'est Stiglitz, le prix Nobel d'économie. On a eu Rifkin qui est venu 2 fois. C'est parrainé par Joël Doronet. Bref, là, il y a beaucoup de matière sur prospective sur la société numérique. Et tout ça est évidemment à partager avec tous ceux qui le souhaitent. Je ne vais pas parler de l'art numérique, on n'a pas le temps, mais juste pour signaler qu'on a un prix international et qu'en quoi l'art numérique est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il est totalement disruptif. Les artistes aujourd'hui travaillent sur quoi? Leur matériau, c'est quoi? C'est plus la peinture, c'est plus la terre, c'est plus le marbre. Leur matériau, c'est la big data, c'est les biotechnologies, c'est les nanotechnologies, c'est les objets connectés, c'est la relation. Tous ces matériaux-là, aujourd'hui, sont utilisés par les artistes pour réinventer complètement les formes de création. Évidemment, vous imaginez bien la nécessité d'un maillage étroit avec le secteur de l'innovation et de la recherche, parce que là, on est un peu sur des techno high-tech, avec de l'intelligence artificielle, etc. Les artistes, ils investissent aussi l'espace urbain, ça devrait se mettre en route, la petite vidéo. Ça, c'est un partenariat qu'on a fait avec Altarea Cogedim pour le Quartz, premier centre commercial connecté à Villeneuve-la-Garenne, où on a tout un parcours d'œuvres pérennes dans l'espace public du centre commercial, d'œuvres d'art faites par des artistes dont certains sont exposés au MoMA, etc. Et c'est une expérience extrêmement enthousiasmante
J'ai pas le temps d'en dire plus, mais vous savez que la convergence loisirs, culture, commerce aujourd'hui est plus qu'amorcée et que le magasin va totalement se réinventer, notamment autour de formes créatives et des makers. Je sais pas si j'ai... Alors là, voilà. Notamment des makers, ces fameuses techniques d'impression 3D qui arrivent et qui vont permettre de démocratiser totalement le fait de faire soi-même des objets, de devenir un designer, le design for all. Le BOSS est né dans les années 30 de la convergence de la mécanisation industrielle et des beaux-arts, ça a donné le design. Eh bien, aujourd'hui, grâce aux imprimantes 3D, on va arriver dans le design for all. Tout le monde va devenir designer de ses propres objets, avec des communautés, évidemment, d'intérêt, d'intelligence collective autour de ça. Est-ce qu'il me reste 30 secondes ou je suis trop long? Dites-moi. 30 secondes, allez-y. Ok, donc je vais essayer d'aller très vite. On collabore aussi à des projets d'innovation comme le projet Smart City Plus qui va être lancé le 1er octobre à Grand Paris Seine-Ouest, une plateforme numérique d'interaction sociale de proximité. Donc, pourquoi on s'intéresse aux plateformes numériques virtuelles? Parce que c'est les nouvelles externalités positives. C'est là où aujourd'hui, il y a des agrégations énormes de contenus, de valeurs, de services, évidemment de personnes, de flux, et que c'est une place publique, c'est la nouvelle place publique, la nouvelle agora, et qu'il faut aussi une présence sur cette place des artistes, des créatifs. Je passe, voilà, ça je passe. Et pour conclure, je dirais juste que on a un horizon technologique qui est celui de la singularité. Quand vous allez aux États-Unis, dans la Silicon Valley, c'est de ça qu'ils vous parlent. Ils vous parlent même du post-humain. Calico, la filiale de Google, annonce la mort de la mort. Aujourd'hui, l'horizon technologique, c'est la singularité, c'est la convergence. Et la question qui est posée fondamentale, c'est quel sens on donne aujourd'hui à cette société où les technologies exponentielles sont en train de littéralement changer tout de manière systémique. Donc là, il y a un vrai besoin de débat culturel, sociétal, philosophique, éthique, et il faut des lieux aussi pour incarner ça et permettre aux gens de se retrouver autour de ces questions. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous passer la parole. Maintenant, on va faire un grand saut dans le temps de la vie, en tout cas, puisque on a beaucoup parlé là des enfants et de l'éducation, et vous allez nous parler plutôt des personnes âgées, et finalement de nous tous un jour, et de nous tous, de beaucoup de nous tous, bientôt, et même c'est un peu déjà aujourd'hui, et de comment finalement faire pour bien vieillir en ville, ou bien penser la ville pour qu'on puisse bien y vieillir. Merci, je remercie la présidente de Nantes Agglomération, Carlos Moreno, de cette invitation. J'ai passé une après-midi passionnante ici, un grand merci. Alors, et puis je peux témoigner en tant que chef de service du CHU et professeur à l'Université de Nantes. Nantes est une ville fantastique, une ville pleine d'énergie, et on y travaille vraiment avec bonheur. Alors, oui, c'est vrai qu'un médecin gériatre ici peut sembler vraiment un peu original, mais il s'est trouvé que dans mon itinéraire professionnel et puis par des missions collectives, je me suis rendu compte qu'en fait, à côté de la transition énergétique, de la transition numérique, il y avait une troisième transition qui allait être importante et dont l'ampleur est difficile à évaluer, non pas en termes de chiffres, mais en termes de vie en société, qui est la transition démographique. Nous avons connu, juste après la Deuxième Guerre mondiale, une surnatalité complètement anormale qui a duré 30 ans, de 45 à 73, et qui va déséquilibrer la pyramide des âges pratiquement jusqu'à la fin du siècle. Et ceci intéresse nos pays, mais aussi tous les pays. Il n'y a jamais eu autant de personnes de plus de 60 ans en Afrique. Pour la Chine, il y a 450 millions de personnes âgées d'ici 10 ans, et c'est ce qu'ils ont appelé le choc démographique, parce qu'avec l'enfant unique, ça pose des difficultés particulières. Et si l'on met bout à bout ces chiffres-là, d'autre part, les caractéristiques socioculturelles des baby-boomers, qui sont des personnes innovantes, qui ont envie de faire un monde nouveau, et quel que soit l'âge, ils continuent à être innovants et à vouloir faire un monde nouveau. Donc, ils n'ont rien à voir avec les personnes âgées d'avant. Si on y met aussi également un allongement de l'espérance de vie qui fait qu'une femme de 60 ans a 28 ans d'espérance de vie devant elle, c'est-à-dire que son décès moyen est à 88 ans, c'est-à-dire beaucoup seront centenaires, que la dépendance ne concerne que 17% des plus de 80 ans pendant 18 mois et qu'il n'y a que 32% des personnes qui travaillent après 55 ans, 41% pour l'Europe et 32% pour la France,
on se rend compte qu'on a créé un âge de la longévité de 25 ans après le travail, pour lequel nous n'avons rien à dire, nous n'avons pas d'identité, et cette génération a envie de faire plein de choses. Soit on capitalise en termes sociaux cette énergie nouvelle qui est libérée, qui a de l'expérience, soit finalement on n'a rien d'autre à en dire que le paiement des retraites, et ça serait bien triste. Et finalement, cette transition démographique impacte toutes les autres générations, parce que c'est un bassin d'emploi, c'est un bassin aussi d'innovation, de nouvelles technologies, et finalement on n'est pas si loin de travail que vous faites avec les enfants, parce que quand vous dites qu'avec le numérique, ils performent dans d'autres matières que dans le numérique, vous faites un travail de type cognitif, et finalement, c'est tout l'enjeu finalement que l'on peut concevoir pour une certaine partie des personnes âgées, c'est évidemment d'avoir accès à un monde cognitif qui va être adapté. Et donc la ville de demain, c'est une ville qui va avoir une proportion de personnes d'expérience au-delà du temps du travail, ayant le désir de la transmission culturelle, du lien familial et social et de proximité, qui a l'expérience, l'autonomie et l'envie de le faire, et c'est une formidable ressource que l'on aurait tort de mettre du côté du coût, de la dépendance, et de réduire finalement cet âge qui a une grande fécondité sociale à uniquement des problèmes qui concernent une partie non importante, c'est-à-dire loin d'être majoritaire, mais qui, par leurs difficultés, peuvent être également créateurs de liens sociaux et finalement d'emploi et d'activité économique. Et pour faire vivre ce thème-là de la transition démographique, dans le champ de la formation initiale et continue, dans le champ de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche et développement avec les entreprises, dans le champ du développement économique avec la Chambre de commerce et d'industrie, et dans le sens du Conseil au territoire pour des prospectives démographiques, on a créé un gérontopole, Gérontopole Pays de la Loire, qui se veut longévité et autonomie, ça veut bien dire ce que ça veut dire, avec le soutien du Conseil régional, des collectivités territoriales, de la Chambre de commerce et d'industrie, des universités de Nantes et Angers, des CHU de Nantes et Angers. Et cet organisme existe depuis 4 ans, et avec pas mal de réalisations intéressantes qui seraient évidemment un peu longues de décrire. Merci beaucoup. Donc, est-ce que, de votre point de vue, aujourd'hui, la ville doit se transformer pour s'adapter mieux au vieillissement de cette population et de ce type de population que vous venez de décrire, qui n'est pas celle, j'ai envie de dire, des vieux d'hier, pour faire court, ou est-ce qu'il faut repenser complètement la ville? Est-ce que ça doit être adapté à la marge? Et quels sont les rôles respectifs, enfin qui peut avoir un rôle là-dessus en fait, et notamment quelle est la place des designers, puisque nous allons en écouter un bientôt, un représentant des designers en tout cas. On a beaucoup de choses à faire avec les designers. Oui, il faut repenser la ville. C'est-à-dire que je pense que par exemple le plan accessibilité handicap qui n'arrive pas à se mettre en place sur la loi de 2005, il y a tout simplement à repenser les choses différemment. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi d'accessibilité pour une portion de la population qui a un handicap. C'est tout simplement, c'est l'accès de tous. Et quand ça va correspondre à 30% de la population qui a plus de 65 ans dans 10 ans, on ne va plus se poser la question. Et on ne fera plus jamais un boulevard qui ne contient pas un banc pour s'asseoir tous les 100 mètres. Et on ne fera plus des dispositifs d'équipement domotique qui font que quand on a une cataracte, eh bien, on ne reconnaît plus les reliefs. Et on ne se posera plus ce genre de questions, en fait, parce que tout simplement, ça ne sera même plus une norme, ça sera une manière de vivre ensemble. Et je pense réellement, sans un enthousiasme béat, que ça sera une véritable chance où notre appartenance à la société ne sera pas la performance, mais au contraire de ce qu'on peut penser, le numérique et une connexion intelligente permettra à la ville d'être un lieu où la vulnérabilité est le moyen d'être ensemble. Et ça, c'est surprenant par rapport aux images de performance qu'on peut renvoyer parfois dans ce champ-là. Merci beaucoup pour ces paroles effectivement
très forte et qu'on n'entend pas très souvent, je dois le dire. Et donc, effectivement, je vais passer la parole à Florent Orsoni. Qu'est-ce que le designer peut faire pour le mieux vivre en ville, finalement, que ce soit pas seulement pour les personnes âgées, mais y compris pour les personnes âgées, puisque ça vient d'être mentionné. C'est une vraie question, et c'est d'ailleurs une question méthodologique, puisque moi je viens du champ du design for all, qui n'est pas le design à la portée de tout le monde, mais plutôt le design pour tous, et notamment en prenant en compte la singularité des personnes handicapées. Et c'est en prenant en compte ces usagers dits extrême, justement, c'est une forme méthodologique qui nous permet de construire des environnements beaucoup plus accueillants pour tous. Et je suis d'accord avec vous, j'ai aussi la chance d'être le président de la commission AFNOR, accessibilité pour les personnes handicapées, et je me désole de voir qu'on continue à traiter cette question en silo quand il s'agit de poser des questions majeures qui dépassent plus le champ d'une politique publique du handicap. Et je vous remercie d'avoir mis le doigt là-dedans. Et en fait, je me suis la question, c'est effectivement cette question du designer. Qu'est-ce qu'il vient faire là? On a tendance à penser que le designer, c'est celui qui va créer la belle table, la belle chaise, on le dit souvent. Et en fait, le métier, et Carlos le rappelait tout à l'heure dans son article qui vient d'être publié, là, les joies d'Internet, donc sur la tribune, il parlait du changement du métier du design. Et le changement du métier du design, c'est justement de penser design de service et de plus travailler peut-être dans son coin, mais au contraire de penser à différentes interactions avec les usagers, de penser aussi différentes interactions avec d'autres disciplines des sciences sociales notamment. Et donc c'est ça, mieux vivre dans notre ville, justement, il y a aussi cette dimension d'être un agrégateur de compétences, et ça, c'est déjà le designer qui fait ce geste, peut-être de faire ce fameux mobilier et tout, et de dire, tiens, on va le faire là, on va le faire avec les usagers, et ça, c'est une première chose qui est très importante. Mais vous me disiez que pour l'instant, la ville durable, en tout cas, la Smart City, c'était pas un domaine très investi par les designers, pas encore. Non, c'est clair, c'est pas forcément un domaine. Encore dans la belle table un petit peu là. On peut, il y en a beaucoup effectivement qui sont dans la belle table, et nous on a mis un coup de pied dans la fourmilière en disant voilà, un master en design, qu'est-ce que c'est? On n'est plus sur l'objet iconique, mais on est au contraire sur une prise en compte de problématiques socio-économiques. D'où un travail en collaboration qui est important. Et la notion du design de service, en fait, c'est quelque chose d'important. Et pour ça, je vais prendre un exemple très simple. Vous prenez un arrêt de bus aujourd'hui. Et tout à l'heure, Carlos parlait de ce fameux désordre métabolique, des embouteillages en Chine, délirants, etc. Parce que c'est un facteur social que d'avoir une belle voiture, qui plus est une voiture avec un coffre visible en Chine. Puisque j'ai la chance d'aller régulièrement à Shanghai, et voilà, c'est ça. Et en fait, le métier du designer, ça va être de donner quelque part une dimension sensible et de faire en sorte, alors je reprends un peu le discours de la RATP peut-être, mais on travaille beaucoup avec eux, faire en sorte d'aimer la ville. Et finalement, qu'est-ce qu'un abribus? Vous devriez travailler plus avec eux, parce que quand on voit l'accessibilité du métro parisien... C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, on a une réflexion sur le bus 2025, c'est-à-dire qu'est-ce que le bus du futur? Et en fait, le bus du futur, c'est peut-être imaginer un nouvel espace, un nouvel arrêt de bus, où on n'est pas que dans un moyen de transport, c'est-à-dire qu'on imagine la mobilité en temps global. Et qu'on imagine une station de bus, et finalement, c'est tout à fait autre chose qu'une station de bus. Ça devient un lieu de la mobilité, un lieu où on change, où on passe d'un bus à un biclou, et c'est un biclou, pardon. Biclou, c'est ici un Vélib ou un Vélib à Paris ou n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est penser la fluidité des différentes interactions. Et là, évidemment, il faut faire agréger les opérateurs ensemble. Et c'est ça aussi cette démarche qu'on appelle design thinking, penser design, discipline de projet. C'est-à-dire qu'on s'agrège autour d'un projet, ou plutôt on s'agrège autour d'un besoin usager. L'usager, il n'en a rien à faire de passer de telle régie à une autre régie, etc., parce que pour lui c'est illisible, et donc c'est prendre le point de vue de l'usager pour aller d'un point A à un point B, et c'est ça la notion du design de service. Et pour ça, on s'est rendu compte, au-delà donc d'imaginer le service, on en arrive même à du design des politiques publiques. C'est vous dire, c'est vous imaginer, parce qu'on s'aperçoit que les services tels qu'ils sont organisés ou tels qu'ils doivent se réorganiser, finalement, c'est plus de penser justement en silo, c'est de
d'aller penser à de nouvelles organisations, ce qui est le cas à Nantes qui commence à se mettre en place avec une chargée du projet métropolitain, etc. C'est de casser les organisations habituelles et extrêmement silotées. Donc vous voyez, le design, en fait, on part d'un détail, peut-être d'une marche à un moment, d'une marche d'un commerce ou d'un truc qui marche pas, et puis on remonte petit à petit et on remonte jusqu'à la question des organisations. Et c'est ça qui est en train de changer dans les métiers du design. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire tiens, on va faire le beau truc, etc. Oui, c'est la base du métier, il faut réenchanter tout ça, mais c'est aussi pourquoi on crée des masters, voire même des thèses et des chaires sur le sujet, parce qu'il y a d'autres questions d'organisation et il y a un rapport beaucoup plus direct à l'usager, une réponse beaucoup plus directe qui est en train de se faire peut-être par la révolution numérique, etc. Et donc, il y a une nouvelle, qu'on appelle une nouvelle forme de design et une nouvelle façon d'envisager les choses qui explique aussi notre présence dans les différents écosystèmes nantais et autres. Voilà, c'était, je rebondissais, je vous invite à voir l'article effectivement de Carlos Moreno sur ce sujet, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, c'est-à-dire du fabricant, du faire, et de remonter petit à petit la pente vers les organisations. Voilà l'évolution du métier du designer aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut citer des exemples un peu concrets de réalisation ici, tant qu'à faire ? Alors, ou des projets, je sais pas. Il y a une réalisation très simple. On travaille aujourd'hui sur la banque. Il y a un article qui est paru dans le Figaro tout à l'heure, et c'est pour ça que Banque Populaire nous soutient largement dans cette démarche. C'est que aujourd'hui, une banque, 80% des Français disent faire toutes leurs opérations en ligne, voire même les opérations plus complexes. J'ai lu tout à l'heure 15h50 dans un journal quelconque, et c'est peut-être pas la tribune. Ah bah si, les voilà. quelconques, certainement pas. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas la tribune. Donc. Et voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la banque ? On peut se poser des questions, des intermédiations. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et là, très clairement, on est en train de travailler à plusieurs concepts de banque du futur. C'est une banque où on n'ira pas faire que des opérations bancaires, où on va réimaginer. Et une banque au cœur de l'économie collaborative, qu'est-ce que c'est ? Et là, on est en train de travailler avec Banque Populaire Atlantique à de nouveaux changements. De même, une clôture sur un espace public, ça c'est l'IPI qui nous soutient aussi là-dedans. Mais tiens, qu'est-ce que c'est ? Parce que le business de la clôture, il est très clairement en train de changer. Sinon, on achète une clôture chinoise. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un objet augmenté qui fait une transition d'un espace public à un espace privé ? Qu'est-ce que ça signifie ? Comment on met de l'intelligence là derrière ? Eh bien, ça, c'est ce que j'appelle de l'innovation dans le design. Et après, derrière, il y a de l'innovation dans les organisations, etc. Et ces voilà deux sociétés qui évidemment qui travaillent avec nous en direct et qui sont qui se posent des questions, parce que sinon c'est ça où on disparaît, c'est ça où on est balayé et tout se fait en ligne et il n'y a plus de socialité, il n'y a plus d'urbanité quelque part. Donc voilà un peu le sens et les personnes avec qui on travaille très régulièrement, c'est de l'ultra concret là. Merci beaucoup pour ces illustrations. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, réagir par rapport aux propos des uns ou des autres ? Non. Vous êtes tout à fait d'accord. Bon, ça tombe bien. Vous travaillez déjà ensemble. Bon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à poser à ces messieurs ? Oui. Un micro, s'il vous plaît. Le micro vient de loin. Oui, une question pour Monsieur Berru. Est-ce que vous pourriez développer en quelques mots votre dernière idée quand vous parliez de la vulnérabilité comme un moyen de re-rencontre des gens ? Oui, ceci vient... Alors, j'ai essayé de ne pas être trop technique, mais le vieillissement cérébral, qui est souvent, en fait, c'est pas le fait du temps, mais c'est le fait des petites artères qui sont un peu fragiles, fait qu'on a des difficultés, des fonctions dites exécutives, qui sont des fonctions de stratégie, d'organisation dans le temps, de compréhension d'opérations qui sont abstraites. Et les moyens numériques, on s'est rendu compte avec l'utilisation large des iPads chez des personnes âgées avec des logiciels adaptés, leur permettent de pallier en fait ces difficultés-là, en leur permettant d'avoir des outils d'organisation dans le temps, mais aussi de pouvoir avoir des organisations du lien social, soit en contrôlant leur journée dans leur emploi du temps, soit en permettant d'avoir accès à d'autres personnes et donc d'autres informations
ce qui est aussi un aliment pour notre cerveau, les informations. Je dis toujours, pour bien vieillir, il faut se laisser déranger par l'autre. Et ça, c'est vrai tout le temps. Et donc, ces vecteurs de médiation, en fait, peuvent être des moyens de maintenir les capacités cognitives, surtout exécutives. Je ne parle pas de là de maladies de la mémoire comme l'Alzheimer et des troubles de mémoire qui sont des problèmes de pathologie particulières. Et je parle de ce qui concerne 70% des personnes après 80 ans. Et donc, du coup, finalement, le numérique devient non pas simplement un instrument de rééducatif confiné dans un monde médico-social, mais tout simplement nous permet de revisiter l'espace en revisitant finalement notre manière d'utiliser nos fonctions cognitives. C'est pour ça que j'étais très sensible à ce que vous disiez sur les enfants, parce que finalement on crée de l'émotion, de l'intérêt, on réactive des circuits cognitifs et qui font que quand ils doivent faire des opérations particulières de calcul ou etc., finalement leur cerveau est plus adaptés parce qu'ils ont été éveillés par ailleurs dans une activité. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vais vous remercier chaleureusement de votre participation